was already a dream to be selected in competition. Je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Le piano de Jane Campion. Et merci au jury de laisser rentrer les monstres. And this was beyond my imagination, so thank you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de Sorociné spécial Cannes. Je suis Marianne Agier et on est aux 3/4 du festival. On commence à être assez fatigué, une bonne part de la croisade est en train de se faire blacklister par Bolloré. C'est toujours bizarre de continuer à voir des films dans un contexte pareil, mais on est quand même là pour vous faire le point sur les films de cette édition. Alors côté compétition, il y a un film qu'on attendait beaucoup, c'est Garance, le nouveau film de Jeanne Herry dont on avait beaucoup aimé le dernier film Je verrai toujours vos visages. Alors dans Garance, on retrouve Adèle Exarchopoulos, qu'on avait déjà vu dans Je verrai toujours vos visages, dans un film qui suit donc Garance, une comédienne qui enchaîne les pièces et enchaîne aussi les soirées, avec un rapport à la fête et à l'alcool qui est très très frénétique. Et c'est en réalité ça le sujet du film. Cet enjeu du rapport à l'alcool, il met très très longtemps à s'installer. C'est personnellement ce que je reproche au film. On suit Garance dans ce train de vie très frénétique, avec une profession de comédienne qui est de plus en plus fragilisée à cause de ce rapport compliqué avec l'alcool. C'était d'ailleurs un film que Margot Barallon et Alicia Arpaia attendaient beaucoup, et je vais leur laisser la parole parce qu'elles ne sont pas vraiment d'accord sur le film. Eh bien moi j'ai plutôt aimé Garance de Jeanne Herry. Alors c'est un film à sujet, c'est à peu près toujours ce que fait Jeanne Herry. Et justement, je trouve qu'elle s'en sort bien, le sujet étant en l'occurrence l'alcoolisme d'une actrice. C'est vrai que c'est pas un grand film de mise en scène, ça reste assez classique, mais tout est plutôt maîtrisé et notamment, moi, ce qui je trouve élève souvent les films de Jeanne Herry, c'est vraiment sa direction d'acteurs et d'actrices, en l'occurrence vraiment la direction d'Adèle Exarchopoulos. Elle était déjà absolument géniale chez elle dans Je verrai toujours vos visages, et alors là, dans le rôle principal, vraiment, je trouve que c'est une actrice assez éblouissante, elle est toujours extrêmement juste, elle en fait jamais trop, alors que le film aurait pu tomber dans le pathos, le film aurait pu aussi se complaire vraiment dans la décadence totale d'une femme. Ça n'est pas ce qui se produit, il y a vraiment une justesse dans la façon d'aborder les sujets. Ce que fait aussi souvent bien Jeanne Herry, et là je trouve que c'est le cas, c'est de doser entre d'un côté la nécessité de pédagogie sur son sujet et de l'autre quand même de fictionnaliser pour qu'on ait envie de suivre ces personnages jusqu'au bout. Justement, moi, je trouve que c'est ça le problème. C'est un film qui est beaucoup trop lisse, qui est beaucoup trop pédagogique, presque moralisateur. Notamment la question du sevrage alcoolique, je trouve, est particulièrement mal abordée. Si c'était aussi simple que ça, ça se saurait dans la vie. Le film est plutôt bon en soi. Il dure 2 heures, on s'ennuie pas une seconde. Adèle Exarchopoulos, oui, elle est géniale, mais là aussi c'est pareil, on l'a déjà vu dans ces 2 registres. Moi je pense par exemple à un film comme Rien à foutre, où on suivait déjà un personnage un petit peu galérien de la vie, aller de situation en situation. Je trouve que c'est un film qui est vraiment facile dans sa manière d'aborder le sujet. Je préférais largement les précédents films de Jeanne Herry. Là je trouve que justement on a peut-être gagné un petit peu en humour, le film est étonnamment drôle à certains endroits, mais on a beaucoup perdu en sensibilité, et je trouve que même si voilà, il faut quand même bien dire, le film ne tombe pas dans la caricature, et c'est quand même important quand on aborde un tel sujet que l'addiction à l'alcool, mais voilà, rien ne dépasse, c'est très propre, et donc malheureusement, ce n'est pas très intéressant. Toujours du côté de la compétition, on est tombé sur un vrai ovni, c'est L'Inconnu d'Arthur Harari. Alors on connaît le travail d'Harari comme co-scénariste sur les films de Justine Triet, notamment sur Anatomie d'une chute, la fameuse Palme d'Or de 2023. On le connaît aussi comme réalisateur, notamment pour Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, qui avait ouvert la sélection Un certain regard en 2021. Alors L'Inconnu, c'est son 3e long métrage en tant que réalisateur. C'est aussi une adaptation d'une bande dessinée qu'il avait coécrite avec son frère, Lucas Harari. Alors L'Inconnu, c'est un objet cinématographique qui est très très bizarroïde. On a d'ailleurs été plusieurs à mettre pas mal de temps avant de réussir à formuler un avis dessus, tellement le film nous a complètement déconcertés. Donc L'Inconnu, on vous en dira volontairement très peu sur le pitch. Ça raconte l'histoire d'un photographe qui est campé par un Nils Schneider qui est complètement méconnaissable et qui va subir un jour une métamorphose inexplicable dont on ne dira rien de plus, si ce n'est qu'il implique la présence de Léa Seydoux. Alors c'est un film qui est extrêmement mystérieux, qui est assez glauque. Et ce qui est assez curieux, c'est que pour en avoir pas mal parlé autour de moi,
Le film convoque en fait chez tout le monde des inspirations très différentes d'autres cinéastes, mais toujours du côté de l'étrange et du bizarre. Moi pour ma part j'ai beaucoup pensé à David Lynch pendant le film, pas tant pour l'esthétique mais surtout pour cette impression très très étrange d'être plongé dans un rêve très bizarre qui est en train de virer petit à petit au cauchemar mais sans vraiment réussir à expliquer pourquoi. Et c'est pour ma part ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film. Mais d'autres festivaliers ont aussi pu y voir des références à Dario Argento, Kieslowski ou même Alfred Hitchcock, vous l'entendrez tout de suite après. Mais en parlant de Lynch, c'est Noémie Attia qui a aussi eu cette impression. D'ailleurs, elle a eu un vrai coup de cœur sur ce film, jusqu'à lui mettre une palme sur notre fameux tableau des étoiles. Donc je lui ai demandé ce qui lui avait tant plu dans L'Inconnu. Alors, moi, je suis une grande fan de Anatomie d'une chute, qui avait été coécrit par Arthur Harari, comme plusieurs autres des films de Justine Triet. Et moi, je trouve que c'est là, justement, que ce film est vraiment réussi. C'est sur son scénario, sur son écriture, qui est librement inspiré d'une bande dessinée qui a été écrite par le frère d'Arthur Harari. Donc, décidément, tous ses frères sont talentueux, puisque son autre frère est directeur de la photographie de ce film. Encore une fois, moi j'ai vraiment été bluffée par le jeu d'actrice de Léa Seydoux. Ça fait 2 fois dans cette compétition parce que je l'avais aussi beaucoup aimée dans Gentle Monster. C'est une histoire en fait qui a un vrai parti pris de s'inscrire dans le fantastique. Moi j'ai un peu pensé dans la peau de John Malkovich en voyant ce film-là, pour son côté en fait un peu délirant. Qui allie un peu magie avec un environnement très très banal et très quotidien. Je suis très contente que ce genre ne soit pas réservé qu'à Quentin Dupieux et qu'on ait un peu d'autres points de vue sur ça. L'histoire, je préfère pas trop en dire parce que je pense que c'est bien de la découvrir sans en savoir grand-chose. Il m'a fait penser en fait à plein de sujets et notamment on peut en avoir une interprétation très queer que je pense qu'on approfondira un peu plus dans notre podcast débrief du Festival de Cannes. Moi c'est mon vrai coup de cœur, je suis contente d'en avoir eu un vrai quoi. Et je pense que ce film il va survivre à l'épreuve du temps. Et alors pour chercher un peu la contradiction, je suis allée demander à Esther Bréjon, qui était moins dithyrambique sur le film, pourquoi elle avait des réserves sur L'Inconnu. Alors, je tiens à préciser que j'aime beaucoup le film, j'aime beaucoup l'ambiance du film. J'ai l'impression que c'est Arthur Harari qui nous livre sa version de Vertigo de Hitchcock. Il y a beaucoup de références à Vertigo et j'aime beaucoup comment lui nous plonge dans cette ambiance, cette espèce de thriller avec du suspense, avec de multiples lectures possibles. J'aime beaucoup ce qu'il fait avec ses personnages, avec ses acteurs. Nils Schneider qui est méconnaissable, la relation qui se construit entre Nils Schneider et Léa Seydoux. Je pense que le film devient peut-être un peu trop cryptique à un moment, c'est-à-dire qu'il ne se soucie pas du tout de résoudre toutes les questions qu'il soulève. Il ne veut pas donner de réponse à toutes les questions qu'il soulève dans le film. Et c'est vrai que moi, j'en suis sortie avec un tout petit sentiment de frustration. Il m'a laissé un peu sur ma faim. Et j'entends bien que ce soit pas un objectif pour Arthur Harari, qu'il n'est pas du tout dans cette réflexion-là de faire un film un objet avec on a résolu toutes les questions et voilà, c'est la fin. Arthur Harari, il se place pas là-dedans et c'est ce que j'adore chez ce cinéaste, mais je pense que j'étais un tout petit peu frustrée de pas avoir l'impression de tout comprendre. Et après, c'est quand même une expérience assez unique et je pense que c'est le seul film de l'officiel que j'ai envie de revoir. Tous les autres m'ont déçu au point de je les reverrai pas à Paris. Et L'Inconnu, c'est comme un film de Lynch en fait, c'est comme certains films de Hitchcock. Tu peux les voir et les revoir et tu verras de nouvelles choses. Donc j'ai beaucoup aimé l'expérience, j'aurais aimé peut-être qu'il me donne un peu plus de choses à comprendre, de choses pour lier un peu les événements. Et après j'étais très contente de le voir, mais je me dis c'est pas la Palme d'Or, j'ai pas cette impression-là. Je trouve que c'est un très bon film qui se tient bien, qui est réussi, mais il manque peut-être un souffle pour en faire un grand film. C'est un film intéressant, mais pour moi c'est peut-être pas un grand film. On quitte maintenant la compétition pour se balader un peu dans la sélection officielle. Et du côté des films hors compétition, c'est Enora Abri qui a poussé un véritable coup de gueule sur le nouveau film du réalisateur culte, en tout cas pour certains, Nicholas Winding Refn ou NWR pour les intimes. Ce nouveau film, c'est Her Private Hell. C'est l'histoire d'une jeune femme à Tokyo qui part à la recherche de son père dans une ambiance de véritable descente aux enfers. C'est un sujet de prédilection pour le réalisateur de films comme Drive ou Neon Demon, qui adore les images sophistiquées et aussi une certaine forme de stylisation de la violence. Alors pour Enora, ce film, c'est un grand nom. Alors sans plus attendre, je la laisse nous dire pourquoi.
Alors, ma grosse déception de ce festival, c'est Her Private Hell, qui est une abomination totale. Je n'avais pas trop mal aimé le dernier film du réalisateur, donc qui était Neon Demon, que j'ai trouvé plutôt intéressant. Mais là, on assiste en fait à une débauche de male gaze rarement vue dans l'histoire du cinéma, un montage de clips et une musique poussive à s'en péter les oreilles et les yeux pétés par la rétine des néons. Le scénario n'a aucun sens, le réalisateur s'en fout et par conséquent, nous aussi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il se prend tellement au sérieux qu'il n'a même pas la décence de se considérer comme un véritable nanar. Voilà, des propos très radicaux. Il paraît qu'on a même retrouvé Winding Refn en boule sous une table et en pleurs, après avoir entendu les mots d'Enora. Toujours du côté de la sélection officielle, mais cette fois dans la catégorie Un certain regard, on trouve certains de nos coups de cœur de ces derniers jours. Le premier, c'est un film qui s'appelle Benimana. C'est le premier film d'une réalisatrice rwandaise, Marie-Clémentine Dusape-Jombo. Alors Benimana, c'est un film qu'elle a mis près de 10 ans à faire. Ça suit l'après du génocide rwandais de 1994. Alors le film, il se situe en 2012. C'est un moment où, depuis plusieurs années, se sont organisés ce qu'on appelle des gachachas, c'est des tribunaux en plein air qui sont organisés par les villages eux-mêmes pour permettre de juger plus rapidement les personnes accusées d'avoir participé au génocide. Donc le film, il se place dans ce contexte et il suit une femme, Veneranda, qui est une survivante du génocide, qui est elle-même engagée dans des groupes de parole en parallèle des procès pour travailler sur cette idée de réconciliation. Mais elle connaît en fait dans sa propre famille une crise avec sa fille qui va un peu la mettre en contradiction avec son propre travail et qui va beaucoup questionner en fait sa notion de résilience. Benimana, c'est un film qui est extrêmement doux, en fait, qui prend vraiment le temps de poser ses enjeux sur les différentes formes de perception de la période du génocide entre la génération du personnage principal et celle de sa fille. C'est aussi un film qui est extrêmement bien documenté sur la tenue de ses procès et sur ses groupes de parole. Je trouve que ça raconte aussi particulièrement bien cette difficulté d'aller de l'avant avec le souvenir d'une période aussi terrible, notamment quand on continue en fait de côtoyer des personnes qui ont participé de près ou de loin à ces violences et qu'on n'arrive pas à pardonner. Et toutes ces contradictions, le film les raconte sans misérabilisme. En fait, tout passe vraiment par les mots. Et je trouve que c'était aussi un vrai défi de faire un film de fiction à partir d'un sujet qui est aussi sensible et qui est plutôt propice au documentaire. Toujours du côté de Un certain regard, c'est Diane Lestage qui voulait nous partager un autre coup de cœur. C'est le film Siempre soy tu animal materno, ou en français Ton animal maternel. C'est le deuxième long métrage de la réalisatrice costaricaine Valentina Morel. Ça raconte l'histoire d'une femme qui quitte l'Europe où elle vivait pour revenir dans son Costa Rica maternel et retrouver sa famille. Alors c'était le coup de cœur de Diane, donc je lui laisse nous en parler. Tout à fait, Mariana. En fait, c'est le deuxième long métrage de Valentina Morel qui avait réalisé Tangos, Sueños Eléctricos. Elle explore encore une partie assez autobiographique. Là, le personnage vit en Belgique et en fait rentre au Costa Rica d'où elle est originaire. C'est un film costaricain aussi, il faut le préciser. Ce personnage est assez intéressant parce que c'est un personnage qui est tout le temps sujet. Elle est confrontée au retrouvailles avec sa famille. Dans le film précédent, c'était plus tourné autour du père et de la relation au père. Là où on va justement voir les relations à la sœur, à la mère. Ici, la sœur en fait abandonne un peu ses études, traîne avec des types assez chelous et elle va prendre un peu ce rôle de mère en fait en rentrant au pays et en même temps confrontée à une mère démissionnaire, un père qu'on connaissait déjà démissionnaire parce que c'est le même personnage. Donc il y a comme ça, le personnage essaie de se chercher et elle va explorer toutes les facettes de la féminité, ce que c'est d'être à la fois une sœur, une mère, une fille, une amante et peut-être une mère à son tour un jour. Et tous ces questionnements en fait sont mêlés avec une cinématographie assez intéressante, notamment la photographie. Il y a beaucoup de plongées qui montrent que le personnage a de la hauteur aussi sur les autres, limite peut-être une prétention par rapport au reste de sa famille. Et je sais que moi ça m'a beaucoup intéressée et j'ai trouvé ça plutôt bouleversant. Donc, voilà, c'est un petit coup de cœur dans certains regards qui je trouve toujours une sélection qu'on oublie parfois et en fait qui nous présente des beaux premiers et deuxième longs métrages quand même aussi. On quitte maintenant la sélection officielle pour se balader du côté des sélections parallèles où c'est Noémie Attia qui a trouvé son petit coup de cœur de ces derniers jours à la quinzaine des cinéastes avec Carmen l'oiseau rebelle, le troisième film d'animation de Sébastien Lodenbach dont on avait beaucoup aimé le film Linda veut du poulet qui est un très très beau film d'animation sorti en 2023 qui avait été co-réalisé avec Chiara Malta. Alors Carmen l'oiseau rebelle, c'est le coup de cœur de Noémie et elle nous en parle.
Alors j'ai découvert à la quinzaine des cinéastes le nouveau film de Sébastien Lodenbach qui avait réalisé donc Linda veut du poulet il y a quelques années. Donc c'est un film d'animation qui est dans son style très marqué, qui utilise la couleur d'une manière très originale avec vraiment des changements entre l'ombre et la lumière. Carmen l'oiseau rebelle, c'est il me semble une sorte de libre adaptation de l'opéra de Carmen. On suit l'histoire de Salva qui est un adolescent qui travaille pour un aiguiseur de couteaux qui est également voyant, qui prédit une malédiction concernant Carmen, une très belle gitane dont Salva tombe un petit peu amoureux. Et donc dans cette malédiction, en fait, Carmen finirait par être tuée par un couteau basque. On suit en fait ces enfants dans cette ville de Séville, donc tout un groupe d'enfants plutôt pauvres qui essayent de survivre comme ils peuvent. Ce que j'ai adoré dans ce film, effectivement, c'est un film très musical. C'est pas une comédie musicale, mais c'est un film dans lequel la musique est très importante. En fait, ça va être des variations sur tous les thèmes de l'opéra de Carmen, donc le toréador. L'amour est un oiseau rebelle, donc d'où le titre Carmen l'oiseau rebelle. Et j'ai trouvé en fait la musique vraiment extrêmement belle et extrêmement bien composée, arrangée. C'est assez rare dans les films d'animation en fait d'avoir une musique qui est aussi travaillée. Déjà l'animation c'est un genre qui est tellement difficile et long à produire et complexe. J'ai vraiment trouvé que c'était une prouesse technique ce film et aussi une histoire vraiment très touchante sur des thèmes de violence sociale en fait que subissent toute cette population pauvre de Séville dans les années, on imagine, au XVIIe, XVIIIe siècle. Et je pense que ce film aussi, sa grande force, c'est qu'il est vraiment accessible aux enfants comme aux adultes. Moi, je trouve que c'est hyper important en fait de pouvoir faire passer ces thèmes-là dans des termes qui sont compréhensibles de tous et en plus avec une magnifique image et une magnifique musique. Voilà, ce film a tout pour lui. On était aussi obligé de vous parler d'une des séances qu'on attendait le plus ces derniers jours. C'était une séance de minuit. Alors il faut savoir que les séances de minuit à Cannes, c'est souvent des véritables fêtes avec un public hyper participatif, très joyeux, et on attendait une ambiance de feu avec le rendez-vous queer de cette édition, Jim Queen, un film d'animation de Nicolas Atané et Marco Nguyen. Alors la séance de minuit de Jim Queen, c'est Enora Abri qui a eu la chance d'y aller, alors il fallait absolument qu'elle nous raconte cette expérience. Alors oui, Mariana, tu as raison. De toutes les séances de minuit que j'ai faites, je pense que c'est celle où il y avait le plus d'ambiance. Les gens ont fait une standing ovation avant même que le film commence quand l'équipe est arrivée dans la salle. Et ça n'a pas arrêté d'applaudir de tout du long pendant une bonne heure et demie. Alors dans ce film, on suit le personnage de Jim Queen, qui est donc un personnage gay, extrêmement musclé, mais qui d'un seul coup est atteint de hétérose. C'est une grande maladie qui se répand et qui rend tous les gays hétérosexuels. Donc il décide, accompagné d'un nouvel ami, de trouver un remède à l'hétérose. Alors c'est quand même très 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 drôle, les dessins sont très bien faits, c'est très pop, il y a beaucoup de musique, un petit instant Céline Dion parce qu'on en veut tous, et aussi beaucoup de blagues sur les hétérosexuels et surtout sur les hétérosexuels et le foot, et ça fonctionne très bien. On peut pas forcément dire que le propos de fond soit extrêmement subtil, mais c'est très 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 bien mené, c'est très drôle, et le personnage de l'ami de Jim Queen, donc le petit Twink comme on l'appelle, est interprété par Jérémy Gillet, un acteur pour qui j'ai déjà beaucoup de sympathie et qui là est absolument excellent et qu'on entend même chanter, et il chante très bien. Alors vraiment, foncez voir Jim Queen en salle. Pour finir cet épisode, j'ai retrouvé notre grande spécialiste du cinéma de matrimoine, Alicia Arpaia, la seule personne qui, en plein Cannes, se motive à aller à des séances de la sélection Cannes Classique, qui pour rappel est la sélection focalisée sur les films restaurés. Alors quand Alicia a vu qu'il y avait un film de réalisatrice qui était montré à Cannes Classique, elle s'y est évidemment précipitée. Cette réalisatrice, c'est Maria Plita, une cinéaste grecque, et c'est son film Eva qui était sorti en 1953 qui était présenté. Elle nous en parle. Oui, cette année, Cannes Classique a mis à l'honneur une réalisatrice grecque qui s'appelle Maria Plita, qui est la première réalisatrice grecque de l'histoire. Une réalisatrice qui avait eu beaucoup de succès dans son pays à l'époque, mais qui malheureusement, comme beaucoup de cinéastes, ont été oubliés au fur et à mesure de l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cannes Classique, chaque année, met en valeur une ou plusieurs réalisatrices. Donc là, cette année, c'est une restauration de la Film Foundation de Martin Scorsese qui cherche justement à restaurer les trésors perdus
du cinéma. Donc là, le film s'appelle Eva, il est sorti en 1953 et donc c'est un film qui met en scène évidemment un personnage féminin assez fort qui s'appelle Eva. C'est une bourgeoise qui s'ennuie dans sa grande villa sur une île au large d'Athènes. Son mari est souvent absent et un jour, sur la plage, elle rencontre un bel Adonis et entre eux commence très vite une liaison, mais qui va les mener potentiellement à leur perte. Donc c'est un film qui parle déjà de l'infidélité féminine, qui est quand même un thème hautement tabou dans les années 50, on l'imagine, même encore aujourd'hui, c'est pas forcément des sujets hyper abordés, donc c'est déjà assez intéressant. Après, le film a quand même un petit peu vieilli, c'est un film des années 50, donc forcément, le personnage est puni, mais ce qui est intéressant, c'est qu'Eva est vraiment moteur de l'action. C'est un personnage qui assume ses désirs, c'est un personnage qui est entreprenant, c'est un personnage qui ne se laisse pas forcément faire, et c'est un peu dommage justement qu'à la fin elle soit malheureusement punie, parce que voilà, c'est vrai que dans les films de l'époque, la liberté avait entre guillemets ses limites, mais c'est aussi un film intéressant dans la manière dont il décrit les personnages masculins, notamment son amant, dont on voit les fragilités derrière le mantra très viril, puisqu'on est en Grèce, c'est quand même un pays où le patriarcat est particulièrement fort. Donc intéressant de voir aussi les fragilités d'un homme qui sont presque tournées un petit peu en ridicule. C'est presque Kemp à la fin, étrangement pour un film néo-réaliste grec. Donc voilà, c'est vraiment un film qui embrasse le mélodrame, et je voulais aussi noter à quel point c'était magnifiquement filmé, c'est-à-dire que Maria Plita, je pense qu'elle est influencée notamment par l'école du néo-réalisme italien, et on a vraiment ce côté très réaliste de la côte méditerranéenne qui est filmée avec cette mer vraiment brillante. C'est un film vraiment qui fait du bien visuellement. Je trouve que la Méditerranée a rarement été filmée aussi bien. Et est-ce que tu peux nous dire un peu qui est Maria Plita du coup ? Donc Maria Plita, donc c'est une réalisatrice qui a commencé d'abord par l'écriture. Elle a écrit 2 romans dans les années 40 avant de se tourner vers le cinéma en 1950 avec un premier film qui s'appelle The Engagement, qui avait été un très gros succès en Grèce, qui lui a permis ensuite de réaliser beaucoup de longs métrages. Au total, elle en a fait 17 jusqu'à la fin des années 70, et en fait c'est à ce moment-là que peu à peu son travail est tombé dans l'oubli. Hier, lors de la projection, il y avait une universitaire qui était présente, qui travaille du coup depuis plusieurs années justement sur la récupération des bobines pour essayer de remettre en valeur le travail de Maria Plita. Et donc pour elle, c'est un petit peu la consécration de ce travail, de venir à Cannes présenter en avant-première Eva, en espérant que ce soit le début d'autres restaurations pour qu'on puisse avoir un jour droit à une rétrospective dédiée à cette réalisatrice. C'est la fin de cet épisode, mais pas de panique, on vous retrouvera très très vite pour un dernier épisode avec nos pronostics de Palme d'Or avant notre traditionnel bilan cannois qui sera fait à tête reposée une fois qu'on aura un peu dormi. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez consulter à toute heure notre tableau des étoiles, lire nos articles toujours plus nombreux sur notre site internet sur les films vus à Cannes, et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus que vous pouvez nous mettre 5 étoiles un peu partout ou nous laisser un gentil commentaire un peu partout. Ça nous donne plein de force pour affronter ces derniers jours de festival. À très bientôt!